Donc bonjour à tous, je suis très heureuse de revenir une nouvelle fois à Nantes pour faire une présentation sur cette fois-ci le deep learning. L'année dernière, j'étais intervenue pour vous présenter le machine learning. Je vais remercier Thomas et Aline qui organisent ce salon, et avec brio, vu le nombre de personnes qui sont attendues. Je crois qu'il y a plus de 1000 personnes qui sont attendues aujourd'hui, donc bravo à eux pour l'organisation. Alors qui je suis donc je suis Alexia, je suis data scientist. J'ai créé ma compagnie il y a 1 an, qui s'appelle Datactic, où je fais essentiellement du conseil, de l'expertise et du développement pour aider mes clients à valoriser leurs données. J'interviens également dans tout ce qui est formation en école d'ingénieur, de commerce, faculté et en entreprise. Je suis également la présidente du Meetup Toulouse Data Science. Donc des Meetup, il y en a partout en France. Je sais qu'à Nantes, il y en a un en machine learning qui est assez actif. Donc nous, c'est la même chose, sauf que c'est à Toulouse et on a 1700 data héros et on organise des événements tous les mois, à peu près. Je suis également l'une des organisatrices du DevFest Toulouse. Donc là, le DevFest, je pense qu'à Nantes, tout le monde connaît. Donc vous avez le plus gros DevFest de France. Nous, il est un petit peu plus modeste. C'est notre 3e année. Et là, cette année, on a normalement 700 personnes qui devraient venir et ça aura lieu en novembre. Donc si vous voulez venir, et si vous avez votre place, vous pouvez, sinon il n'y a plus de place en fait. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du deep learning. Donc, est-ce que vous savez pourquoi on parle autant du deep learning actuellement? Il y a beaucoup trop de réponses. Je vais mettre ça sur le compte que c'est le matin. On parle beaucoup du deep learning parce qu'en ce moment, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Donc, je pense que ça, tout le monde en entend parler. Même dans les médias les plus classiques, on parle d'intelligence artificielle tous les jours. Par contre, peu de gens sachent vraiment ce que c'est que l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un ensemble de théories et de techniques qui sont mises en œuvre en vue de réaliser des machines intelligentes, ou capables de simuler de l'intelligence. Donc ça, c'est chouette, mais ça ne nous aide pas forcément, parce qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est que l'intelligence. On utilise ce mot souvent, mais pour la définition, c'est un petit peu plus dur. En fait, l'intelligence, c'est la capacité à comprendre, à apprendre et à s'adapter à des situations nouvelles. En fait, c'est la capacité à faire des liens entre des choses. Et donc ça, on va essayer en utilisant des mathématiques, des statistiques, de l'informatique, en s'appuyant sur des neurosciences, en s'appuyant sur de la psychologie et plein d'autres sciences, de faire en sorte qu'une machine devienne intelligente. Donc l'intelligence... Ah oui. Est-ce que vous savez qui est cette dame? Sophia. Donc Sophia, c'est un robot qui est développé par une société qui s'appelle Hanson Robotics. C'est le robot qui a été le plus médiatisé dans les derniers mois, on va dire, en bien ou en mal d'ailleurs. Son visage, il est inspiré de celui d'Audrey Hepburn. Il est très réaliste et il est capable d'afficher une 60aine d'expressions. Donc si vous allez sur YouTube, vous verrez, il y a Will Smith qui essaye de la draguer, et donc on voit qu'elle arrive un petit peu à faire des semblants représenter des semblants d'émotions. Il y a un laps de temps qui est assez long quand même, entre un être humain et un robot pour qu'il réponde. C'est pas très rapide. Donc son crâne est transparent, on voit du coup le mécanisme. Ses lèvres bougent quand elle parle, mais par contre, jusqu'à récemment, elle avait des bras qu'elle ne pouvait pas bouger et il me semble qu'elle n'avait pas de jambes. C'est le premier robot dont un pays accorde la citoyenneté, donc elle est de nationalité suédienne. Donc ça, c'était pour la petite histoire. On va rentrer un petit peu plus dans le cœur du sujet. Donc la première vague de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, ça a commencé il y a longtemps, ça a commencé en 1950 avec le test de Turing. Donc le test de Turing, c'est assez simple. Vous êtes un être humain et vous allez parler à un interlocuteur. Cet interlocuteur, ça peut être à la fois une machine ou ça peut être un être humain. Vous ne le savez pas. Vous parlez avec cet interlocuteur et si vous parlez à une machine mais que vous ne vous en rendez pas compte, ça veut dire que le test de Turing est réussi.
la machine s'est fait passer pour un être humain. Donc ça, c'est un test qui est toujours utilisé de nos jours pour savoir si une machine est intelligente. En 1956, il y a eu une conférence au Dartmouth College. C'est l'une des conférences les plus chères. Elle a coûté $7 500 à l'époque. 75 000 $, pardon. C'était financé par un don de la fondation Rockefeller. Et il n'y avait qu'une vingtaine de personnes qui y assistaient, donc ça fait quand même un bon ratio par participant. Et à la fin, dans cette conférence, il y a eu plusieurs stars de l'IA qui participaient, dont Marvin Minsky, John McCarthy. Et à la fin de cette conférence, leur objectif était de dire que l'avènement des cerveaux électroniques égalant l'homme était imminent. Donc en gros, dans quelques années, on allait réussir à faire une machine aussi intelligente que l'homme. Parmi tous ces participants, ils venaient d'univers un peu différents. Donc il y avait des gens qui avaient une approche plus connexionniste, plus symboliste. Donc connexionniste, c'est plus tout ce qui est réseau de neurones. Symboliste, c'est tout ce qui est moteur de règles, système expert. Puis il y avait aussi des philosophes, des psychologues, etc. Donc là, ça a lancé, en fait, en 1956, on a eu le mot intelligence artificielle qui est sorti et une nouvelle science était née. À partir de 1960, l'armée américaine a commencé à mettre beaucoup d'argent dans la recherche pour essayer de faire des machines intelligentes. Ils ont également construit des laboratoires d'IA. Et puis tout le monde y croyait. Puis en fait, en 1970, ils se sont rendus compte que les ordinateurs étaient assez primitifs, qu'il n'y avait pas assez de puissance de calcul, et donc en fait on ne pouvait pas faire grand-chose pour l'instant. Du coup, quand tout le monde s'est rendu compte que la promesse n'était pas réalisable, en tout cas dans un avenir proche, il y a eu un arrêt des subventions, ce qui a forcément généré un arrêt un petit peu de la recherche, et il y a eu un petit peu moins de choses qui ont été faites. Donc c'est ce qu'on appelle l'hiver de l'intelligence artificielle. À partir de 1970, là, on a vu exploser les systèmes experts. Donc, un système expert, c'est une mécanisation du raisonnement pour obtenir des déductions et des conclusions. Les systèmes experts s'appuient sur la connaissance du domaine, préalablement communiquée par un expert. Donc, un expert, un ou plusieurs experts qui arrivent, qui expliquent leur expertise à la machine. La machine crée une base de connaissances et via une base de règles, arrive à faire des déductions, des conclusions sur des événements. Donc c'est assez puissant. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut donner toute l'intelligence préalable en fait, à la machine. Il faut tout rentrer à la main. S'en est suivi la loi de Moore. La loi de Moore, c'est une loi qui explique que tous les ans, la capacité des ordinateurs sera doublée, la capacité de calcul. En 1997, on a vu Deep Blue. Donc Deep Blue, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc c'est IBM qui a fait une intelligence artificielle qui a battu le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov. Et donc à la fin du XXe siècle, les machines, elles étaient toujours moins intelligentes que les êtres humains. On avait réussi à faire des choses un peu mieux qu'avant, mais c'était des programmes traditionnels où en fait les algorithmes, ils étaient tous codés à la main. Donc il y avait les algorithmes, ils n'étaient pas vraiment intelligents dans le sens où ils n'apprenaient pas d'eux-mêmes. Du coup, après, est arrivée la deuxième vague de l'intelligence artificielle, donc en 2009, avec la reconnaissance vocale. Donc je pense que tout le monde a des téléphones modernes. Et vous avez tous Siri ou l'équivalent sur Android. Vous pouvez dicter à votre ordinateur quelque chose et il n'est pas trop bête et il arrive à peu près à retranscrire ce que vous lui dites. En 2011, il y a IBM Watson qui a développé une IA qui a battu des êtres humains à un jeu qui s'appelle Jeopardy. Donc Jeopardy, c'est un question pour un champion, mais à l'envers et en américain. Donc on donne la réponse et en fait, le présentateur donne la réponse et les candidats doivent trouver la question. Donc ça, en fait, IBM Watson a réussi à battre les champions. En 2012, on a eu des gros progrès sur la vision par ordinateur. En fait, la vision par ordinateur, ça existe depuis longtemps, mais on n'utilisait pas ces nouvelles techniques qui nous permettent maintenant d'avoir des choses très fiables et très facilement.
On a eu également des gros progrès sur la traduction. Donc là, normalement, il doit forcément y avoir quelqu'un dans la salle qui dit « Ouais, mais Google Translate, ça marche pas bien. » Donc c'est toujours ce qui arrive. Alors Google Translate, ça marchait pas bien, ça marche mieux. Maintenant, ça s'appuie sur des réseaux de neurones. Et si vous voulez vraiment un truc de traduction qui marche bien, gratuit, il y a DeepL, qui est entièrement basé sur des réseaux de neurones. Et la traduction, en tout cas en français-anglais, est assez bluffante. Et en 2015, on a eu AlphaGo. Donc AlphaGo, c'est une IA qui a battu Lee Sedol, qui est le champion du monde de Go. À chaque fois qu'on pose un pion dans un jeu de Go, il y a 10 puissance 17 possibilités. Donc il faut mieux que la machine soit un petit peu intelligente parce que ça fait beaucoup de calculs. Du coup, la deuxième vague de l'IA, elle a vraiment explosé grâce au regain d'intérêt du deep learning. Alors, le deep learning, dans les années 80, on avait déjà eu les premiers prémices avec dans les années 40, déjà, on avait eu quelques informations dans le neurone formel dont je vais vous parler tout à l'heure. Et puis, dans les années 80, on a eu des papiers de recherche, mais on n'avait pas assez de puissance de calcul et pas assez de données pour réussir à faire des algorithmes vraiment performants. Du coup, à partir de 2009-2010, là, vu qu'on a eu les ordinateurs étaient de plus en plus puissants, on a eu l'arrivée des GPU, donc les cartes graphiques, surtout grâce aux gamers. Et les données, on en a de plus en plus parce que on est des machines à produire des données tous les jours avec nos téléphones, avec nos réseaux sociaux, etc., toutes les machines connectées. Du coup, là, on est rentré dans une deuxième vague où les programmes, on les code plus manuellement parce qu'il y a trop de données. Donc, en fait, ils s'éduquent, ils apprennent entre eux. Et on les programme plus comme avant. Donc ça, c'est vraiment le deep learning et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. L'objectif, c'est de simuler l'intelligence humaine, de modéliser mathématiquement le cerveau afin de reproduire les caractéristiques qui sont mentionnées ici. Donc des capacités de mémoire, se souvenir de ce qui s'est passé, des capacités d'apprentissage. Les algorithmes sont capables d'apprendre de l'environnement dans lequel ils se trouvent, et si l'environnement évolue, ils peuvent aussi continuer à apprendre. Et puis, les algorithmes sont aussi capables de traiter des informations incomplètes, chose que dans des modèles de machine learning classiques, c'était peut-être un petit peu plus dur à modéliser. Donc là, on est dans une approche qui est essentiellement probabiliste et qui est complètement différente d'un raisonnement formel comme on pouvait avoir dans les systèmes experts. Donc on va rentrer dans le cœur du sujet. Donc comme je vous disais, le deep learning, ça se base sur le fonctionnement du cerveau humain. Et donc dans notre cerveau humain, qu'est-ce qu'on a ? On a tout ça. Donc déjà, si vous mettez vos mains comme ça, là, ça, en fait, ça représente la taille de votre cerveau. Donc, c'est pas très gros, en fait. Et dans votre cerveau, il pèse entre 1,3 et 1,4 kg. Les infos importantes du slide, c'est qu'il y a à peu près 100 milliards de neurones dans votre cerveau. Et il y a 160 000 km de réseau sanguin dans le cerveau. Donc, c'est la moitié de la distance de la Terre à la Lune, ce qui est assez bluffant. Et donc nous, là, ce matin, on est super motivés et on se dit qu'on va modéliser mathématiquement ça. Tranquille. Il nous reste 40 minutes. Alors, petit cours de biologie. Donc ça, c'est un neurone. Vous avez en haut les dendrites. Les dendrites, elles récupèrent les informations du neurone, c'est les entrées. C'est, on va dire, l'input. Le noyau, c'est la cellule. Ça va récupérer les entrées, ça va les corréler et puis ça va sortir un résultat qui va être donné à l'axone, qui va être la sortie du neurone, et qui va transmettre ce résultat aux synapses. Et les synapses, c'est la sortie, qui vont être connectées à d'autres dendrites, et c'est comme ça qu'on fait un réseau de neurones biologiques. Bon, schématiquement, mais ça marche à peu près comme ça. Point de vue informatique, en 1943, je vous disais, il y avait déjà des travaux sur du deep learning. Donc là, il y a une modélisation mathématique d'un neurone. Donc c'est Warren McCulloch et Walter Pitts qui ont fait ça. Donc en entrée, on a les informations qu'on multiplie. Chaque information, on va la pondérer en la multipliant par un poids. Donc ça, c'est les infos qu'on récupère. Donc c'est le parallèle avec les dendrites. Après, vous allez avoir le noyau où là, vous allez additionner en fait toutes ces informations
Et ce résultat, vous allez le donner à une fonction d'activation pour que la sortie soit à peu près homogène. Et vous allez la donner en output à l'axone. Et donc là, vous avez bien le parallèle entre une modélisation mathématique et ce qui peut se passer dans un neurone. Et en fait, ce concept-là, c'est le concept qu'on va utiliser dans tous les réseaux neuronaux. Alors, je vous ai parlé des fonctions... ah oui, ça j'ai oublié de vous le dire. La première implémentation du neurone formel, donc, de 1943, elle était limitée à des problèmes de classification binaire. C'est-à-dire que la sortie du neurone, c'était soit un 0, du neurone, c'était soit un 0, soit un 1. Après, on a évolué, on a pu faire des régressions, donc prédire un chiffre infini, ou de la classification multiple. Donc, je suis passé rapidement sur les fonctions d'activation. Les fonctions d'activation, ça vous permet de cadrer un petit peu votre résultat, puis on verra que c'est important quand on va essayer d'entraîner notre réseau. Il y a différentes fonctions d'activation. Je vais vous parler de la première qui est assez simple, c'est la fonction seuil. Jusqu'à un certain point, votre neurone il va renvoyer 0, et puis à une certaine valeur, la valeur seuil, il va renvoyer une valeur que vous aurez définie, qui peut être 1 par exemple. Les fonctions sigmoïdes et tangentes hyperboliques sont des fonctions qui étaient assez utilisées jusque-là. Maintenant, on utilise beaucoup la fonction ReLU pour des problèmes pour des capacités de calcul plus rapides et des questions de simplicité pour calculer les dérivés. Je vous ai peut-être perdu sur ce slide-là, mais c'est pas très grave en fait. C'était juste pour info, pour vous dire qu'il y avait différentes fonctions d'activation. Alors, prenons cet exemple de prédiction de prix d'une maison. Donc, on va prédire le prix d'une maison en fonction que d'un seul paramètre, sa taille. On est d'accord que ce n'est pas du tout réaliste, mais c'est pas grave, il faut bien commencer un jour. Donc là, on a différents points qui correspondent à des tailles de maison et à des prix. Si je fais une fonction pour prédire le prix d'une maison, ça pourrait se ressembler à ça, donc à ma ligne bleue. Tant que la taille de la maison ne correspond pas à un certain nombre de mètres carrés, on considère qu'il n'y a pas de maison. Et après, on a une fonction linéaire. Si on modélise ça dans un réseau de neurones, ça ressemble à peu près à ça. En entrée, on a la taille de la maison, c'est notre x, on le donne aux neurones, et en sortie, on a le prix de la maison. Jusque-là, c'est facile. Ça va se compliquer, je vous rassure. Donc un réseau neuronal, c'est une association de neurones formels en un graphe qui va être plus ou moins complexe. Là, il y a 5 sortes de réseaux neuronaux. On verra que... on va voir ces 5-là aujourd'hui, mais si vous cherchez sur Internet, vous en trouverez bien plus. Là, c'est les 5 grandes familles. Fully connected, c'est tous les neurones sont reliés entre eux. Ça permet essentiellement de faire de la classification et c'est pas mal utilisé à la fin des réseaux convolutionnels qui sont le deuxième type. Donc les réseaux convolutionnels, c'est des réseaux qui permettent d'aller récupérer des informations spatiales et en particulier dans des images. Après, vous avez les réseaux de neurones récurrents qui sont des réseaux de neurones qui traitent des données temporelles. Dès lors que vous allez vouloir analyser des données time series, c'est plutôt bien. Après, vous avez les LSTM, c'est comme un réseau récurrent, mais avec de la mémoire. Et les réseaux génératifs, eux, ils sont assez magiques parce qu'ils arrivent à faire des choses qu'on pensait ne jamais être capable de faire. Donc on va voir tout ça dans les slides qui suivent. Pour finir cette partie, je vous cite juste rapidement tous les outils du deep learning, enfin tous les outils, quelques outils, parce qu'ils ne sont sûrement pas tous. En gros, tous les GAFA ont développé leurs propres solutions. Donc Google a développé TensorFlow, Microsoft CNTK, Amazon CDSS TNE. Et il y a également des petites startups qui ont développé leurs propres solutions. Les solutions dont on entend le plus parler, la solution dont on entend le plus parler, c'est TensorFlow. Et souvent, vous pouvez entendre parler de Keras. Keras, c'est une surcouche à TensorFlow qui permet de faire du TensorFlow plus facilement. Ça peut aussi être une surcouche d'autres frameworks. Bon, voilà. Si vous avez des questions sur ça, ce sera avec plaisir que je vous y répondrai à la fin de la présentation. Alors, revenons à nos réseaux. Donc là, on a vu l'intelligence artificielle, pourquoi on parlait
de réseaux neuronaux, de deep learning, on a vu le neurone formel, et là on va voir le deep neural network. Donc prenons notre maison, donc là on a mis un petit peu plus de paramètres, et on veut toujours prédire le prix. On va faire un réseau de neurones à une couche. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre, là on va mettre 3 neurones, on relie nos neurones à des informations, et donc nos 3 neurones, on les agrège pour avoir notre sortie. En fait, chaque neurone calcule ce qu'on appelle une feature. Une feature, c'est un paramètre. Donc, par exemple, le premier, si on a la taille de la maison et le nombre de chambres, on peut en déduire la taille de la famille, par exemple, etc. Ça, c'est chouette, mais en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. Là, c'est un peu le monde des bisounours où on est capable d'interpréter un réseau. En vrai, tout est caché. Ça ressemble plus à ça. Donc là, dans cet exemple-là, toutes les entrées sont reliées à tous les neurones et le réseau apprend tout seul. Ce qui fait qu'on est incapable de savoir quelle feature est créée sur quel neurone. Vous allez me dire, c'est pas grave tant qu'on a le résultat. C'est vrai, mais ça dépend des cas. Si on traite des données d'êtres humains et qu'on n'a pas envie que l'algorithme devienne raciste, on aimerait bien savoir si, à un moment donné, il fait une différenciation sur la race de la personne, la couleur, ou peu importe. Donc ça, c'est l'un des gros problèmes des réseaux de neurones, c'est que c'est difficilement interprétable. Donc là, quand tout est relié entre eux, ça s'appelle un réseau fully connected. Donc quand vous êtes dans un algorithme de machine learning classique, comme la ligne du haut, vous avez votre entrée, vous allez coder à la main vos paramètres, vos features, vous allez exécuter votre algorithme et vous allez avoir la sortie. En deep learning, comme je vous ai dit, tout ça c'est complètement masqué, c'est le réseau qui apprend tout seul. Alors pourquoi on utilise du deep learning ? Tout simplement parce que dès lors qu'on a des grosses quantités de données à traiter, c'est la solution la plus efficace. Si vous avez également des données qui sont un petit peu altérées ou qui sont difficiles à faire manger à un algorithme classique comme une image ou du son, ça le deep learning sait très bien faire. Donc voilà, donc on ne fait pas du deep learning tout le temps. Vous voyez que si on n'a pas beaucoup de données, ça n'a aucun intérêt de faire du deep learning. Et le réseau, il va être plus ou moins profond en fonction de la taille de votre donnée. Allez, on va faire un petit exemple. Donc, est-ce que vous connaissez ce jeu de données ? NIST. Donc, NIST, c'est un jeu de données qui a été utilisé au début des années 80 par Yann LeCun pour détecter des chiffres manuscrits. Donc, ça a été utilisé pour la poste et puis pour les chèques, pour essayer de voir le montant des chèques. Donc là, je vous ai fait une image de qui correspond à plein d'images. Donc vous avez plein d'images de 0 manuscrits, plein d'images de 1, de 2, de 3, de 4, 5, etc. Notre objectif, ça va être de créer un réseau où on va lui donner une image et où il va nous dire quel chiffre c'est en sortie. Alors pour ça, là on va prendre cette image-là, c'est un 6. Donc l'image, elle est constituée de 28 par 28 pixels. Donc 28 par 28, ça fait 784, si je ne me suis pas trompé. Et on va mettre tous les pixels dans un tableau à plat. Donc on va avoir un tableau de 784 éléments. Ce qu'on veut à la fin, c'est prédire si c'est un 0, un 1, etc. jusqu'à 9. Et donc pour ça, on va relier tous les pixels à chaque neurone. Et donc là, vous me dites, ok, c'est bien, mais comment ça marche ? Donc ça, c'était le concept un peu haut niveau. Donc on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc là, on s'était arrêté là. Donc mon tableau de 784 pixels, je l'appelais X. Et je vais multiplier du coup tous mes X par un poids, et puis dans certains cas, on rajoute un biais. Bon, le biais, on va faire en sorte qu'il n'y soit pas, ça sera plus simple pour l'explication future. Donc ça nous donne une sortie Y. Donc notre sortie Y, elle a 10 valeurs, parce que ça correspond aux 10 neurones de sortie. Et là, vous me dites, ok, très bien, mais on ne comprend rien. Donc si on regarde, en fait, on voit que dans la 6e ligne, alors en informatique, on commence par 0, donc c'est la 7e si vous commencez par 1, on a la valeur 7,3.
Donc 7,3, c'est la valeur la plus grande. Mais ce n'est pas facilement interprétable. Donc pour ça, on utilise une fonction mathématique qui s'appelle softmax, qui prend un ensemble de nombres réels et qui va faire des calculs avec des exponentielles, dont je vous passerai la formule, de façon à ce que la somme du nouveau vecteur fasse 1. Et donc on voit que ici, hop, là on a la valeur 0,28 qui correspond à la valeur la plus grande. Comme ce n'est pas encore très compréhensible, on fait ce qu'on appelle du one-hot encoding, c'est-à-dire qu'on met un 1 à la valeur la plus grande et un 0 à la valeur enfin à toutes les autres valeurs. Du coup, on se retrouve avec notre 1 en 7e position qui correspond au chiffre 6. Et donc là, on peut se dire qu'on a fait le job. Mais là, vous devez vous dire, mais comment le réseau il apprend? Parce que sur le slide, ça marche très très bien, mais en vrai, ça ne marche jamais comme ça au premier coup. Alors, c'est pas très très compliqué, enfin un petit peu, mais pas trop trop. Donc le but de ça, c'est minimiser l'erreur lors de la phase d'apprentissage. Donc dans ce cas-là, moi je vous ai fait un slide où direct on arrive au bon résultat. Mais en vrai, c'est faux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une première phase où on va initialiser notre matrice de poids W. Donc soit vous mettez que des valeurs que vous souhaitez, soit sinon vous les mettez aléatoirement. Et donc, vous allez avoir un Y qui va correspondre aux valeurs W que vous avez générées aléatoirement fois X. Ce qui fait que le résultat qui va sortir, normalement, ne devrait pas être du tout celui que vous souhaitez. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule l'erreur entre la sortie de notre réseau et ce qu'on attend, et on va essayer de corriger cette erreur-là de façon à trouver un nouveau W qui va être un peu meilleur. Et on refait une phase de calcul, et puis on revient en arrière. La phase arrière, en fait, qui consiste à corriger l'erreur et à mettre à jour les poids, ça s'appelle le mécanisme de backpropagation. Vous allez me dire, ok, mais comment je fais pour que les W, on trouve l'erreur? Donc ça, c'est la descente de gradient. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours de lycée et de dérivés, j'espère. Donc là, on a une courbe avec en abscisse le poids et en ordonnée l'erreur. On prend un point 1, donc qui correspond à la valeur W, et on a notre erreur. Et on va calculer un vecteur de dérivée, enfin un vecteur, donc une dérivée, ce qui correspond à la tangente. De là, on va calculer en fait ce qu'on appelle le gradient. Donc ça va être la valeur de ce vecteur-là. Cette valeur-là, on fait moins le gradient et on l'additionne à notre poids. Ce qui fait que notre nouveau poids, il va être, c'est le deuxième point rouge. On va refaire une phase, et puis si on n'est toujours pas content, hop, on va refaire une autre descente de gradient, etc. Donc pour chaque neurone, en fait, on va calculer l'erreur du poids. Donc ça fait beaucoup de calculs. Donc voilà. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a un mécanisme d'apprentissage qui se fait par retour arrière, qui s'appelle la backpropagation, et qui permet de modifier la valeur des poids, sachant qu'on a des poids pour chaque neurone, et que la valeur du poids, en fait, elle va être modifiée en calculant un vecteur qui s'appelle un gradient. On pourra aller plus loin, mais je pense que ce n'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui. Si vous voulez en discuter après, il n'y a aucun souci. J'adore ça. C'est bizarre, mais... donc voilà les résultats de notre... Donc là, je me suis basé sur une présentation de Martin Gortner. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelqu'un qui travaille chez Google, et je vous ai mis son GitHub où il y a plein de codes si ça vous intéresse. Et du coup, lui, il fait la même présentation, mais en version très matheux et avec plein de codes. Du coup, on arrive à ce résultat-là où on réussit, avec le modèle assez simple que je vous ai montré, donc juste une couche de neurones, à prédire à 92%. Vous allez me dire, c'est pas mal quand même. Mais si on prend un code postal, dans un code postal, il y a quand même 5 chiffres. Et si on se trompe une fois sur 10, il y a quand même pas mal de lettres qui ne vont pas arriver, quoi.
Donc on va continuer à essayer d'améliorer notre modèle, sachant que bon, déjà le premier jet est encourageant, on va dire. Donc on fait la même chose, donc là j'ai pris un 4, 784 pixels, et puis je vais mettre plusieurs couches. Donc je mets une première couche, une deuxième couche, une troisième couche, une quatrième couche, et puis j'arrive à mes neurones finaux qui vont de 0 à 10. Donc la première couche, il y a 200 neurones, 100, etc. Bon, vous m'excuserez, mais j'ai pas eu le courage de faire de représenter tous les neurones sur le slide. En vert, vous avez donc chaque neurone. Donc le neurone, il va calculer x fois w. Et puis après, vous vous souvenez, il y a une fonction d'activation. Donc là, on utilise la fonction relu. Et puis en orange, on utilise la fonction softmax qu'on a vue tout à l'heure, qui nous permet d'avoir une probabilité entre 0 et 1, ce qui est plutôt pratique. Alors, du coup, dans ce modèle-là, il y a quelques paramètres qu'on peut optimiser. Donc, il y a ce qu'on appelle le learning rate decay. C'est en fait le pas d'apprentissage de la descente de gradient. Les fonctions d'activation, donc ça, je vous ai montré tout à l'heure, je vous en ai montré 4. Donc, on peut essayer, quand on fait des réseaux de neurones, on peut essayer de mettre différentes fonctions. Après, chaque fonction a ses propriétés. Et puis, il y a aussi un mécanisme dont je ne vous ai pas parlé, qui est le dropout. Donc, le dropout, c'est quand vous êtes dans la phase d'entraînement de votre modèle, vous allez enlever certains neurones. Donc, vous faites une phase, vous enlevez certains neurones, du coup, votre réseau, il apprend. Vous faites votre algorithme de backpropagation. Et puis, vous remettez les neurones, et vous en enlevez d'autres, et vous refaites ça. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert. En fait, ça sert à ce que votre réseau il soit généraliste et qu'il n'apprenne pas trop de votre jeu de données. Et du coup, les neurones sont plus forts parce qu'ils savent se débrouiller tout seuls. Quand vous êtes en phase d'inférence, donc la phase d'inférence, c'est la phase de la vraie vie, c'est la phase où votre réseau, vous l'avez déjà entraîné et vous savez qu'il marche. Vous le prenez et vous le mettez sur des nouvelles données pour vraiment en production. Là, pour le coup, il n'y a pas d'histoire de dropout, tous les neurones, ils sont connectés. Et donc, avec toutes ces améliorations-là, on arrive à un taux de réussite de 98%, taux de détection de 98%. Donc là, on est presque proche de la perfection. Mais en fait, il y a quelques problèmes à cette approche-là. C'est que vous avez vu, tous les neurones sont connectés à la couche précédente. Ce qui fait qu'il y a une quantité de poids à apprendre qui est monumentale. Et l'image, on la prend et puis on la met à plat. Du coup, il y a sûrement moyen de faire autrement. Donc c'est ce que proposent les réseaux convolutionnels. Donc les réseaux convolutionnels, ça va être capable de trouver des choses dans l'espace. Donc là, par exemple, ça va être capable de tirer parti de la corrélation entre les pixels voisins. Donc au lieu de prendre une image et de la mettre dans un vecteur, on va prendre l'image par bout. Et donc on va traiter à la fois, on va traiter une zone. Du coup, on va garder l'environnement des points. Et au lieu d'avoir un poids à chaque neurone, une matrice de poids à chaque neurone, on va garder la même matrice de poids pour chaque couche. C'est ce qu'on appelle des noyaux de convolution. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite dédicace. J'espère que vous en mangez tous les jours. Donc une image, c'est composé de 3 couches, du vert, du rouge et du bleu. Donc là, on a notre petit lu en 3 couches. Donc quand on va traiter l'image, on va vraiment traiter ces 3 filtres, c'est important. On va mettre notre noyau de convolution sur l'image et on va appliquer cette transformation pour obtenir un résultat de notre couche supérieure. Concrètement, ça ressemble à ça. Bon, là, c'est pas une image, mais c'est le même principe. Vous avez une matrice en entrée qui correspond à une image. Donc là, c'est juste... en fait, à chaque couche, chaque couche de neurones, en fait, on a différentes profondeurs. Et les profondeurs, ça s'appelle des features, des map features. Donc, par exemple, quand on a notre petit lu et qu'il est en rouge, bleu et vert, on a 3 map features. Feature maps, d'ailleurs. Donc là, on n'a qu'une feature maps. On donne le noyau de convolution.
Et le noyau de convolution, en fait, il va multiplier 3 par moins 1, plus 0 par 0, plus 1 fois 1, etc. Donc il va faire tous les calculs sur ce noyau et sortir la valeur résultat qui va être moins 3. Et après, ce noyau, on va le déplacer via un mécanisme qui s'appelle du stride. Donc c'est le nombre de pixels dont on choisit de déplacer l'image sur le noyau sur l'image. Et du coup, ça va nous faire des feature maps plus petites, vu qu'on va, en général, si on fait... si on décale de 2, on va avoir une feature maps qui va être approximativement 2 fois plus petite que notre feature maps de départ. J'hésite en fait en vous parlant parce qu'il y a un concept dont je ne vous ai pas parlé, qui est le concept de savoir si on part pile au bord de l'image ou si on dépasse un petit peu. Bon, mais ça, c'est pas très grave. Puis il y a aussi un phénomène de pooling. Donc ça, c'est une fois qu'on a notre feature maps. Si on veut réduire encore plus les informations, on se dit, je prends le maximum des matrices 2 par 2 ou la moyenne. Et du coup, ça nous permet de réduire les feature maps. L'important, c'est pas que vous compreniez tout, enfin ça serait top, mais c'est surtout que vous comprenez bien les concepts, à savoir que là, c'est un noyau de convolution et que les poids seront partagés, contrairement au premier réseau. Donc là, on a nos petits lus. On fait notre convolution, notre activation, notre pooling. On refait ça. On peut le refaire plein d'autres fois. Ça correspond à la phase de feature learning. En fait, notre réseau va apprendre des choses. On va voir sur le slide d'après comment il apprend. Après, une fois qu'on arrive à notre dernière étape, on va le remettre à plat. Et là, on va faire ce qu'on a vu tout à l'heure avec un Deep Neural Network. Fully connected, où on va connecter tous les trucs, de façon à avoir notre sortie et notre classification. Donc là, par exemple, ça peut nous dire si c'est un petit LU ou un BN, quoi. À l'intérieur d'un réseau, ça s'apprend comme ça à peu près. Donc là, c'est une image avec une voiture. Au début, ça va apprendre les traits, après ça va apprendre les angles, après ça va apprendre des formes un peu petites, puis plus ça va apprendre des formes grandes, jusqu'à temps que ça apprenne que c'est une voiture. En fait, à chaque couche, on va apprendre un pattern. Donc là, pour le coup, sur des images, c'est peut-être plus facile d'interpréter parce qu'on peut regarder un petit peu comment il apprend à chaque niveau. Et donc là, avec ce système-là, on arrive à 99,3%. Donc là, on est quand même proche du Graal. Et on n'ira pas plus loin pour aujourd'hui. Après, il y a d'autres techniques qui permettent d'aller un petit peu plus loin. Donc on voit qu'avec des réseaux quand même assez simples, à coder, ça fait quelques lignes de code, c'est pas très très compliqué, on arrive à résoudre des problématiques qui nous paraissent quand même un peu insolubles au départ. Donc là, je vous ai parlé des réseaux convolutionnels, et on n'a pas le temps pour que je vous parle de tous les autres réseaux, donc je vais passer un petit peu plus vite sur, en premier, les réseaux récurrents. Donc les réseaux récurrents, c'est des réseaux qui permettent d'apprendre de séries temporelles, enfin essentiellement. Donc là, par exemple, la reconnaissance de phonèmes, on est capable d'analyser une bande-son et de reconnaître ce qui s'est dit. Donc c'est comme ça que marche Siri, par exemple. La maintenance préventive, par exemple, de moteurs, donc on est capable de savoir ce qui s'est passé avant, en time series, et on va pouvoir dire si la machine va tomber en panne prochainement ou pas. L'analyse de CG, donc pareil, même principe, ou la détection d'exoplanètes. Donc on voit que le domaine d'application est assez vaste, comme un peu tout d'ailleurs en machine learning ou en deep learning, mais le principe qui revient, c'est vraiment le fait qu'on ait des données time series, enfin une suite temporelle au moins. Alors on peut avoir différents types d'architecture, donc là je vais vous en citer quelques-unes. Donc le réseau le plus simple, en fait, c'est que vous avez une donnée en entrée, vous le donnez à un neurone, et ça vous donne une donnée en sortie. Ça permet de faire de la classification d'images. Donc je lui donne une photo de chien, et il me dit que c'est un chien. One to many. Donc là, je vais lui donner une photo d'un joueur de basket sur un playground.
et il va m'écrire la phrase « c'est un joueur de basket qui joue sur un playground ». En fait, il va traduire l'image en texte. C'est des exemples, on peut avoir d'autres applications. Many to one. Là, par exemple, ça peut être de l'analyse de sentiments. Donc, je lui donne une phrase, et puis à la fin, il va me dire c'est un sentiment positif, c'est une phrase à caractère un peu positif ou négatif. Many to many, ça c'est tout ce qui est traduction. En fait, on va commencer à lui donner une phrase, donc il lui faut un petit peu de temps pour qu'il comprenne le contexte, et puis après, il va traduire. Donc, en entrée, vous avez en rouge la phrase que vous lui donnez, et en bleu, la phrase qu'il aura traduite. Et là, le dernier, c'est de la classification vidéo. Donc, vous allez lui donner une vidéo. Donc, chaque entrée, ça va être une frame de la vidéo. Et en sortie, il va vous labelliser chaque frame. Et ce qui est intéressant dans ces réseaux, c'est que toutes les petites briques vertes que vous voyez, en fait, elles ont la même implémentation. C'est la même fonction et les mêmes paramètres qui vont être utilisés à chaque pas de temps. Voilà. Et avec ces réseaux-là, vous pouvez faire des trucs très sympas. Moi, alors, le truc le plus inutile que j'ai fait, c'est prendre tous les épisodes des Simpsons, de les lui faire manger, donc il a compris comment ça marchait, et après il m'a généré un épisode de Simpsons. Et Homer m'a dit « Femme, amène-moi une bière », donc je me suis dit que c'était complètement réussi, quoi. Voilà. Bon, vous avez des applications qui sont sûrement plus intéressantes à faire. Une variante des réseaux récurrents, c'est les LSTM, qui signifie Long Short Term Memory. Et en fait, ces réseaux-là, ils ont une capacité à mémoriser les contextes et à oublier certaines informations. Donc ça, c'est super utilisé pour tout ce qui est traduction. Voilà. Je passe vite parce qu'on pourrait y rester des heures sur ça. Il y a d'autres types de réseaux, d'autres types de neurones de réseaux RNN. Vous en trouverez plein sur Internet, il y a plein d'articles. Et pareil, on peut en parler à la fin si vous voulez. Après, le dernier, c'est les GAN, Generative Adversarial Network. Donc ça, c'est assez marrant. On peut faire de la colorisation automatique de photos et de films. Donc on donne une photo en noir et blanc et il va nous sortir une photo en couleur, un film en couleur. Ça marche très très bien. On va pouvoir lui donner une image qui est tronquée, où il y a une partie de l'image qui est absente, et lui va nous régénérer cette partie-là. On peut aussi lui donner un texte et il va nous générer l'image qui correspond au texte qu'on lui a donné. Et il peut aussi générer automatiquement des visages. Donc ça, c'est génial pour la pub parce que en moins de 2 heures, vous pouvez générer beaucoup de visages qui correspondent à des vrais visages humains, quoi. C'est le Hello World un peu de ce type de réseau. Et je voulais vous partager ça parce que c'est un autre truc inutile que j'ai fait, j'aime bien ça. Donc moi je suis fan de basket, donc du coup j'ai pris Michael Jordan, différents tableaux, et du coup j'ai appliqué le style des tableaux à l'image de Michael Jordan, ce qui donne un style un petit peu particulier. Je suis d'accord avec vous, ça sert pas à grand chose non plus, mais c'était sympa à faire. Et donc comment ça marche les GAN ? Alors, en gros vous avez 2 réseaux. Vous avez un réseau qui est ce qu'on appelle le générateur, qui va générer des images, et un réseau qui va s'appeler le discriminateur, qui lui va vous dire si l'image générée est bonne ou pas bonne. Donc pour ça, en entrée, vous donnez du bruit. Donc du bruit, c'est pas du son, c'est une matrice avec des points générés aléatoirement. Vous le donnez au générateur, et le générateur va générer une image. Cette image-là, elle va être comparée à une image réelle dans le discriminateur. Le discriminateur va dire du coup quelle est la vraie et la fausse image. L'objectif, c'est que ces 2 réseaux se combattent entre eux de façon à ce qu'ils apprennent mutuellement et que le générateur arrive à générer de plus en plus d'images proches de l'image réelle et que le discriminateur soit un petit peu perdu mais arrive à retrouver l'image réelle. Donc voilà, donc ça c'est les dernières avancées en matière de deep learning. Il y a beaucoup de choses sur les GAN. Du coup, en résumé, si vous avez bien écouté, on a parlé de neurones formels. Donc neurones formels, c'est vraiment le neurone
basique, basée sur le neurone biologique, qui est la base de tous nos réseaux neuronaux. On a vu les réseaux de neurones profonds. Donc là, on fait plein de couches de neurones, enfin plein de réseaux, et ils apprennent mutuellement entre eux, ils sont tous connectés. Ce que j'ai oublié de vous dire, en fait, c'est vous avez votre couche d'entrée, votre couche de sortie, et au milieu, en fait, on appelle ça des couches cachées. Vous retrouverez souvent dans la littérature ce concept-là. Après, on a vu les réseaux convolutionnels. Donc l'avantage, c'est qu'ils sont capables d'aller récupérer des informations dans une photo, en gardant la proximité des points et puis en partageant les poids sur chaque couche de neurones, ce qui permet d'avoir des résultats bien meilleurs plus facilement parce qu'il y a moins de poids à entraîner. Les réseaux récurrents qui permettent de gérer tout ce qui est temporalité. Et puis les réseaux génératifs adversariaux qui, eux, se combattent entre eux pour résoudre un problème. Donc là, c'était ce que je vous ai présenté. Après, comme je vous disais, il y a plein d'autres réseaux qui existent, plein d'autres architectures de réseaux. Il y en aura sûrement plein d'autres qui vont arriver à l'avenir. Et je voulais vous faire un petit point sur, pour moi, qu'est-ce que le futur du deep learning. Donc déjà, il y a une chose qui est assez flagrante, c'est que l'infrastructure de nos ordinateurs continue à s'améliorer. On a de plus en plus facilement accès à des machines de guerre, soit avec des gros CPU, soit avec maintenant des gros GPU. C'est assez classique de faire des calculs sur GPU, alors qu'il y a quelques années, c'était réservé à certaines personnes. Donc tout ça, ça va nous permettre de faire des modèles plus complexes, sûrement plus profonds. De plus, on continue à générer de plus en plus de données, donc on va encore avoir plus de data. Par contre, il va se poser un problème d'interprétabilité des modèles. Parce que nos modèles, si on apprend avec de plus en plus de données et qu'on les fait de plus en plus compliqués, ça reste des énormes boîtes noires. Et dans certains cas, ça risque d'être problématique. Point de vue technologie, on va dire, vous avez vu tout à l'heure qu'il y a beaucoup de frameworks, il y a beaucoup d'outils. Donc je pense que dans le futur, il y en a quelques-uns qui vont disparaître et puis il y en a d'autres qui vont encore plus être mis en avant. Et puis surtout, les tâches un peu rébarbatives qui sont de tuner les modèles, de tester toutes les combinaisons et tout ça, que nous, data scientists, on fait. En fait, un robot, il sera capable de le faire pour nous, peut-être aussi bien. Donc il y a sûrement une partie de notre travail qui sera remplacée et automatisée, ce qui nous laissera le temps de faire des choses peut-être plus intéressantes que ce genre de choses-là. Et puis il y a différents types d'apprentissage en machine learning. Il y a le supervisé, donc on sait ce qu'on va prédire. Le non supervisé, on ne sait pas ce qu'on va prédire. Et l'apprentissage par renforcement, où là en fait notre algorithme évolue dans un environnement. Et l'environnement va lui dire si la chose qu'il a faite est bien ou pas. Et en fonction, du coup, il va apprendre de lui-même, de l'environnement dans lequel il est. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Et c'est ce qui est en train de se développer de plus en plus. Donc, je pense qu'on aura ça. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Faites attention à vos modèles, essayez de les faire interprétables. Et si vous avez des questions, je pense qu'on a quelques minutes. Voilà. Merci. Oui. Je me demandais par rapport au problème de l'interprétabilité des réseaux de neurones profonds. Est-ce qu'il y a une vraie compatibilité entre le paradigme computationnel d'un deep learning et une approche plus modulaire où on aurait des sous-réseaux neuronaux qui auraient des tâches identifiées, qui seraient en fait juste une émulation par réseau de neurones des tâches connues. Okay. C'est compatible d'avoir les deux approches. Oui, on peut très bien mettre des réseaux qui s'imbriquent entre eux de façon à gagner un peu en interprétabilité. Après, je pense que tous les problèmes ne peuvent pas être modélisés comme ça, mais certains peuvent l'être. Après, il y a des frameworks qui existent
comme Lime, par exemple, qui arrive très bien à nous... Enfin, très bien, c'est peut-être pas le terme, mais qui arrive assez bien à nous dire comment un réseau qu'on veut, enfin CNN, fonctionne. Après, il se base sur des probabilités pour nous dire comment il fonctionne. Alors, il y a forcément une petite marge d'erreur, mais ça reste assez fiable. Merci. Il y a une question juste derrière. C'est vrai que cette question, ça pose un peu le problème de est-ce qu'on doit aller chercher le end-to-end ou est-ce qu'on va plutôt chercher à séparer en modules. Par exemple, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure sur la synthèse, pas la synthèse, pardon, la reconnaissance vocale, il y a pas mal de personnes qui essayent apparemment de chercher à faire des modèles end-to-end où on balance du son et en sortie on a du texte. Et en parallèle, on voit que les seuls trucs qui marchent, c'est de transformer le son en une image. Et ensuite, ce spectre, en fait, l'analyser via un système de reconnaissance d'image. Donc, en fait, est-ce que l'optique, ce serait plutôt d'aller vers un découplage comme ça des différentes fonctionnalités ou plutôt d'aller vers du end-to-end? Alors là, moi, je ne suis pas du tout experte dans le réseau pour traiter du son. Je ne sais pas, mais peut-être que ça peut être une bonne solution de passer par des images pour réussir à mieux interpréter. C'est peut-être possible. Mais là, Ce que je veux dire, c'est plus une question générale autour de quelle est l'optique dans laquelle, au sein que ce soit de la recherche ou de l'industrie, on va chercher à aller plus dans une optique ou dans l'autre. Je ne sais pas si c'est clair. Moyen. En fait, ta question, si je comprends bien, c'est... Est-ce qu'on doit chercher à aller plus vers un système qui va avoir la possibilité de choisir lui-même quelle couche il va entraîner comment et toute la complexité sera dans un seul gros réseau? Ou est-ce que c'est plus intéressant de le splitter? Ça revient un petit peu à la question. Voilà. Mais donc, quel type d'optique tu conseillerais? Moi, je pense que c'est très difficile de te répondre comme ça quand on ne connaît pas les données et pas le contexte. Si tu es dans un contexte où l'interprétabilité est importante, il faut que tu mettes tout en œuvre pour réussir à faire un modèle interprétable. Donc, soit tu utilises du deep learning et tu mets en place des systèmes pour réussir à comprendre le mieux possible comment ils fonctionnent, soit sinon tu utilises du machine learning peut-être plus classique. Ok. Je suis désolé, il n'y a pas vraiment de... Ça dépend du contexte. Souvent, en machine learning, d'ailleurs, ça dépend du contexte et des données. D'autres questions? Petite question. Vous estimeriez à quelle proportion la part de transformation des données avant de les insérer dans les systèmes pour l'apprentissage? La partie de nettoyage, en fait? Oui, par exemple. Là, c'est pareil, ça dépend des données. Il y a des stats qui disent qu'en gros, il y a 60% de préparation et nettoyage des données avant de donner un système. Moi, de mon expérience, je confirme. C'est souvent compliqué d'extraire les données de là où elles sont stockées. Et en fait, la phase de recherche de modèle et de paramétrage du modèle, moi, ça m'occupe 20 à 30% de max de mon temps, quoi. Donc le nerf de la guerre, en fait, c'est les données. Après, le reste, on s'en sort toujours. Avec de l'argent, on arrive à acheter un ordinateur. Merci. De rien. Oui. Par exemple, sur les images tronquées, là? On va en discuter après, si tu veux. Par rapport à la reconnaissance d'image, quand on dit le réseau de neurones, il apprend à voir qu'un chat, c'est un chat. Ou un chien, c'est un chien. Mais avant, quand même, on lui a bien fourni des dizaines ou des milliers d'images. Oui. On a dit ça, c'est un chat, ça, c'est un chien. Oui. Oui, alors c'est vrai que je ne suis pas rentré en détail sur comment ça fonctionne. Mais je m'étais gardé des slides au cas où j'ai la question. Si j'y arrive. Dès que je retrouve ma souris, je vous montre ça. En fait, on a une phase d'apprentissage où on va prendre plein de données
Et ces données-là, on va les transformer. Alors là, c'est dans le cas du machine learning, donc dans le cas du deep learning, c'est un peu différent. On prend ces données qui sont des données classiques, on les transforme en feature vector, c'est-à-dire en valeur numérique. Un algorithme ne va jamais manger une image telle qu'elle, elle ne va pas manger un point JPEG. Par contre, elle va manger une matrice de pixels. Donc c'est ce qu'on appelle des feature vectors. Ces données-là, elles sont labellisées. Donc on sait que telle image c'est un chat, telle image c'est un chien, etc. Du coup, on le donne à notre algorithme de machine learning. Là, il va y avoir plein d'itérations où on va aller calculer les hyperparamètres, on modifie les hyperparamètres et modifier peut-être les features, si on est dans du cas du machine learning, de façon à ce que notre réseau il apprenne en fonction de toutes les données qu'on lui aura données. Du coup, une fois que notre réseau il a appris, on le donne à la phase d'inférence où là on a des nouvelles données. Mais les nouvelles données correspondent, enfin ça reste si on avait des images dans la phase d'apprentissage, on a aussi des images ici. On les transforme en feature vector comme dans l'étape précédente. Et on applique notre modèle et ça nous donne la sortie. Du coup, pour répondre à votre question, la phase d'apprentissage, elle est faite sur une énorme quantité de données. Là où un être humain, même un enfant de 2 ans, il met vraiment pas longtemps à comprendre ce que c'est un chat ou un chien, le réseau de neurones, il va falloir lui donner des dizaines de milliers de photos de chiens pour qu'il comprenne ce que c'est qu'un chien, quoi. Parce que si vous lui apprenez avec un chien blanc et qu'après c'est un chien noir, bah, il va pas savoir, par exemple. Alors que l'enfant, lui, il va réussir à faire le lien. C'est là où il est un petit peu plus intelligent, pour l'instant. Je ne sais pas si ça répond. Oui, ça veut dire aussi qu'il y a énormément de travail qui est fait dans ce tagage des images. Et c'est aussi tout le travail qu'on fait gratuitement quand on fait des tags sur Google ou ailleurs. Oui, alors Google est assez fort pour faire travailler gratuitement. Mais on donne tous nos données à Google ou à Apple. Donc, Mais la valeur, elle est là, quoi. Ouais. En fait, c'est ce qui fait la différence entre les GAFA et le reste du monde. Enfin, j'enlève les Chinois de ma phrase, parce que les Chinois sont aussi forts que les Américains maintenant. En fait, toutes les puissances GAFA récupèrent une tonne de données sur nous, ce qui leur permet de développer des programmes en intelligence artificielle qui sont super, enfin, qui sont très aboutis. Et les Chinois, c'est exactement pareil, voire même eux, ils ont encore plus de données, parce que quand on habite en Chine, la démocratie chinoise, c'est drôle cette phrase, elle fait qu'ils ont toutes les données de tout le monde. Ils ont encore plus de données que les Américains. Et nous, en France, les données, on a de la chance de pouvoir préserver nos données, ce qui est une chance, mais qui est également un frein au développement d'algorithmes, parce qu'il n'y a aucune superpuissance qui a toutes nos données. Ni l'État, ni des entreprises privées. Donc c'est pour ça que, entre autres, les Américains sont plus avancés que nous sur le sujet, quoi. Voilà. Oui. Alors, j'ai cru comprendre que vous étiez en freelance. Je voulais savoir un petit peu les entreprises qui vous sollicitaient, le type d'entreprise, et si vous étiez vraiment sur tout le temps des problématiques deep learning, ou plutôt vous étiez plutôt majoritairement sur du machine learning. Alors les entreprises qui me sollicitent, elles sont assez diverses, parce que j'ai un parcours un petit peu atypique où j'ai travaillé dans des grands groupes et dans une plus petite structure récemment, ce qui fait que je connais pas mal de gros industriels et de petites sociétés. Donc en fait, c'est essentiellement mes anciens clients, les gens qui viennent au Toulouse Data Science qui me contactent. Donc mon panel de clients peut aller de Airbus au CNES à une petite société qui fait de la cybersécurité. Donc c'est très varié. Après, les missions, elles sont aussi très variées, parce que j'aime bien changer, et sinon je m'ennuie vite. Donc mon but premier, quand je vais chez un client, c'est de l'aider à valoriser ses données. Donc c'est de comprendre son métier, de lui proposer des pistes sur où est-ce qu'il peut aller avec ses données, qu'est-ce qu'on peut faire avec des techniques statistiques, machine learning et deep learning. Et après, en fait, on utilise la technique qui est la plus appropriée à son problème.
Jusque-là, j'ai plus fait des statistiques et du machine learning que du deep learning. J'ai fait du deep learning pour détecter la première hauteur de couches de nuages au-dessus des aéroports pour Météo France. Ça, c'était assez sympa. Et après, en fait, il faut beaucoup de données et souvent, on n'y a pas forcément accès. Ouais, donc le deep learning reste quand même très peu utilisé. Après, ça dépend parce que si vous posez la même question à quelqu'un qui fait de la vision par ordinateur, lui, il va faire que du deep learning. Enfin, 80% de son temps, ça va être du deep learning. Moi, mon activité, elle est vraiment de valoriser les données au sens large et je change souvent de contexte, de secteur d'activité et de métier. Donc, du coup, j'ai pas de spécialisation forte dans un domaine plus qu'un autre, quoi. Et bon, si vous faites du deep learning, il y a du boulot là-dessus. Hein. Et il y en aura de plus en plus. Oui. J'ai cité DataIQ, ouais, peut-être. Ah oui, c'est vrai, vous voyez tout. Ah, voilà. Oui. Est-ce que je tune Performance, notamment avec des concours de data science Ouais. sur Paris et avec des modèles, des algorithmes AutoML qui le font super bien. Je pense que le futur, c'est l'AutoML et de remplacer ça. C'est quand je parlais de machines qui allaient nous remplacer, c'était ce que je voulais dire. DataIQ, je l'utilise pas très souvent parce qu'en fait, mes clients ne l'utilisent pas. Donc, s'il est là, c'est parce que j'ai fait quelques compétitions avec DataIQ, justement. Et donc, j'avais utilisé leur outil qui est très sympa. Okay, d'accord. Voilà. Après, il y a une version gratuite. Alors, je ne sais pas s'ils ont changé leur business model, mais après, si vous voulez l'utiliser en entreprise, il faut passer à la version payante, quoi. Mais c'est un très bon outil. En plus, c'est français. Hein. Profitons-en. Moi, sur le côté créativité, vous avez fait, vous parliez des Simpsons, d'essayer de recréer un épisode. En fait, ma question, c'était plus pour savoir... Pourquoi je fais des trucs qui servent à rien? Non. non, parce que moi, du coup, je trouve ça hyper intéressant. Enfin, je suis designer, donc plus visuel et tout ça. Et du coup, est-ce que je suis en droit de m'inquiéter à ce que mon job devienne un peu redondant par la suite? Est-ce que les machines vont prendre le pas sur la créativité? C'est un vrai sujet. Il y a un projet, je crois que ça s'appelle Rembrandt 3.0. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Où en fait, ils ont donné à l'intelligence artificielle plein de tableaux de Rembrandt. Et elle a été capable de recréer un Rembrandt, quoi. Enfin, un truc qui ressemble vraiment à Rembrandt. Du coup, il y a plein de questions derrière sur jusqu'où ça peut aller, le droit d'auteur. Et ça, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de cadre juridique pour tout ça, quoi. Ça reste encore un peu flou. Okay. Mais oui, je pense que l'intelligence artificielle touchera tous les métiers. Après, je pense qu'il faut l'utiliser plus comme une force et se dire, moi, par exemple, dans mon métier, ça va peut-être m'enlever toute la partie où je tune mes algorithmes, mais d'un autre côté, j'aime pas faire ça. C'est une tâche qui est rébarbative et répétitive, quoi. Où en fait, je change chaque paramètre, je note dans mon fichier Excel, j'ai changé tel paramètre, ça donne tel résultat. Et puis à la fin de la journée, je regarde mon fichier Excel et je me dis, celui-là, c'était le mieux. Bon, si la machine fait ça à ma place, c'est pas très grave. Après, par contre, la machine, pour l'instant, elle n'est pas capable d'aller voir mon client et de comprendre vraiment son besoin et de voir comment on peut l'aider à valoriser ses données, quoi. Donc je pense qu'il faut plus utiliser l'intelligence artificielle comme un compagnon qu'en avoir peur comme un compétiteur, ok. Et voilà, il ne peut pas s'en servir. De toute façon, l'intelligence artificielle est là et qu'on le veuille ou non, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec, quoi. Donc à nous de faire en sorte qu'on vive le mieux possible avec elle et qu'il n'y ait pas de problème. Ok, merci. Ouais. Oui. Merci.
à reconnaître, je sais pas moi, des stylos. Et je me dis, bah tiens, c'est super cool. Il y a Le Bon Coin, il y a une option de recherche. Je vais récupérer toutes les images de Le Bon Coin sur les stylos, toutes les images Le Bon Coin sur tel ou tel type d'objet, et je vais faire mon classifieur là-dessus. Ensuite, je supprime toutes mes images. Personne ne saura jamais que j'ai utilisé ça. Juridiquement, ça se passe comment ? Alors, je suis pas juriste. Ah, d'accord. Après, on peut récupérer toutes les images du Bon Coin, parce qu'il me semble qu'ils ont une API, et on peut récupérer toutes les annonces. Elles sont publiques. Après, je vois pas l'intérêt d'effacer vu qu'on peut les récupérer légalement. Ok, c'était un mauvais exemple dans ce cas-là. Alors, si on les récupère illégalement, voilà. Va avoir un avocat. Non, c'est pas bien de faire des choses illégales. Non, justement, la question que je me pose, c'est concrètement, tant que je revends pas l'image, sachant qu'elle était disponible sur Internet, rien m'empêche de l'avoir téléchargée à un moment. Là où c'est bien illégal, c'est quand je vends quelque chose qui ne m'appartient pas concrètement. Je pense que c'est exactement le même problème que si je télécharge un e-book d'un livre que je suis censé payer, que je le lis pour moi et que je dis je le revends pas. Ok. Enfin, ça se tient. Je pense. Donc les données qu'on utilise, il faut qu'on ait le droit de les utiliser pour pas avoir de problème. En plus, avec toutes les nouvelles lois GDPR et tout ça, il faut faire attention aux données qu'on utilise, aux informations qu'on manipule. Mais là, par contre, on va arriver vraiment à la limite de mes compétences. D'accord. Je vais plus pouvoir faire illusion. Ce que je me dis sur le coup, c'est que si je crée un site web, par exemple, et que le temps de tester le site web pendant qu'il est en construction, je mets des images dont j'ai pas les droits, mais c'est juste pour faire un genre de... Enfin, pour voir à quoi ça ressemble, quoi. Et qu'au moment où je livre, toutes ces images-là, je les ai virées. En soi, c'est pas vraiment un problème. Donc je me demandais si c'était assez similaire à ce niveau-là. C'est un problème si c'est en ligne, quand même. L'algorithme de machine learning, tant qu'il n'est pas en prod, il n'est pas en ligne, entre guillemets. Ok. Moi, je dirais non. Ok, d'accord. Je crois que la présentation suivante va arriver. Si vous avez des questions, de toute façon, je suis là toute la journée, donc n'hésitez pas à venir me voir. Merci.